Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. À présent, les titres au sommaire de ce journal. Le président Alassane Ouattara préside les travaux du conseil politique de son parti, le RHDP. Une réunion élargie aux coordonnateurs régionaux associés et structures spécialisées qui se tient ce soir. Les premières informations sur ce conseil dans ce journal. Le projet de loi portant révision de la Constitution adopté par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Le texte avait été adopté hier par le Sénat. Le ministre de la Justice, Samson Kambilé, qui l'a présenté aux deux institutions, apporte des précisions sur les voies du vote. Également ce soir, le chef de l'État retiré de la prochaine course présidentielle. La nouvelle fait grand bruit dans les rangs politiques depuis la semaine dernière. Les acteurs politiques et la société civile dessinent l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les jeux sont ouverts. C'est un dossier politique à suivre dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Les militants et sympathisants du RHDP participent ce jeudi au conseil politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix. Alassane Ouattara, en sa qualité de président du RHDP, a pris part à la réunion. Il a échangé à cette occasion avec les militants du RHDP sur la décision de son retrait de la scène politique, les échéances électorales n'étant plus très loin. Des orientations quant à la marche du parti pour ce tournant décisif ont été données. Des précisions dans l'ensemble de la réunion vous seront données au cours de nos prochaines éditions. Mais en attendant, je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du président Alassane Ouattara. Je souhaite en partant laisser une constitution qui tient compte de la pratique que nous avons eue depuis 3 ans, les forces, les faiblesses, les adaptations nécessaires pour qu'elle puisse durer des années et des années, et je vous fais confiance pour qu'il en soit ainsi. Par rapport à la transmission du pouvoir à une nouvelle génération, je veux que vous sachiez que j'ai pris le temps vraiment de la réflexion. Mon seul objectif, comme toujours, a été l'intérêt supérieur de la nation et le bien-être de mes concitoyens. Et j'ai entendu ce qui se disait un peu partout. On me disait que les Ivoiriens ont peur que 2020 soit un remake de 2010 parce que les 3 grands protagonistes pourraient encore être candidats et entraîner le pays dans des difficultés. Je me suis dit, mais le pouvoir, c'est pour... D'abord, c'est le peuple qui décide. Et deuxièmement, c'est pour aider nos concitoyens. Si cette hypothèse peut effrayer mes concitoyens, mais je veux qu'on sache que je veux un pays en paix et que moi je ne serai pas candidat. Et j'espère que j'aurai montré l'exemple aux autres. Je considère que la nouvelle génération peut faire mieux que nous. J'en ai la conviction. Le président Oufouet disait, chaque fois, vous verrez après moi, les Ivoiriens vont trouver quelqu'un qui fera mieux que moi. Quelle modestie. Et moi, je dis la même chose. Je suis sûr que vous porterez votre choix sur quelqu'un qui fera mieux que Alassane Ouattara. Et je serai là pour accompagner cette personne. Je serai présent. Donc, je n'ai pas pris cette décision à la légère. Certains savent que, en réalité, ma décision est prise depuis au moins 2 ans. Oui, en rédigeant la nouvelle constitution, je me souviens que mon frère Raga Oubou m'a dit, mais président, si on laisse la constitution comme ça veut dire que vous pouvez faire 2 autres mandats. Je dis au Raga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans.
C'est clair. Vous pouvez me faire confiance. Je ferai 2 mandats et ça veut dire que c'est le système de 2 mandats qui va continuer pour notre pays. Voilà, c'était l'intervention du président Alassane Ouattara au cours du conseil politique du RHDP. Et d'ailleurs, ce conseil politique s'est ouvert sur de belles perspectives. Jeunes et cadres du parti se sont mobilisés pour cette réunion. Je vous propose de revivre l'ambiance qui prévalait à l'ouverture de ce conseil. Et c'est avec Mahama Traoré. Ambiance surchauffée ce jeudi sur l'esplanade du Sofitel Hôtel Ivoire. Ils ne sont pas membres du conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, mais ces centaines de jeunes sont venus manifester leur soutien à la réunion de cette instance du parti. C'est une manière pour les jeunes d'exprimer leur gratitude, leur remerciement au chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tout ce que le président a fait va dans le bon sens de la jeunesse et pour que la Côte d'Ivoire se développe normalement. Dans le même temps, les membres du conseil politique font leur arrivée et à les entendre, ils demeurent toujours mobilisés malgré la volonté du premier responsable du parti de ne pas briguer un nouveau mandat présidentiel. Le RHDP, c'est vraiment la Côte d'Ivoire rassemblée. Et donc notre souhait, c'est qu'il puisse nous donner la meilleure orientation pour que le pays soit en paix. J'attends juste le mot d'ordre du président de la République. Le message qu'il lancera, on suivra ce message à 100%. Il s'agit de comprendre la décision du président du parti de ne pas candidater pour l'élection d'octobre 2020. C'est une réunion d'échange, de partage et surtout d'orientation. À mon sens, le président de la République va donner les grandes orientations et sa vision afin que nous puissions travailler sur cette vision, sur ces orientations pour que le parti soit bien implanté et bien assis, surtout dans l'optique des élections générales. Le conseil politique du RHDP est composé de 157 membres. Cette réunion dirigée par le président Alassane Ouattara est également élargie aux élus locaux et cadres du parti. Et à lire entre les lignes avec la tenue du conseil politique du RHDP, suite à la décision de retrait de la course présidentielle du chef de l'État, le jeu politique le semble ouvert. Les différents acteurs des partis politiques, qu'ils soient des partis traditionnels ou nouveaux sur la scène politique ivoirienne, espèrent donc des élections crédibles qui leur permettront d'en tirer profit et se positionner, pourquoi pas, à la tête de la plus haute magistrature du pays. Nous sommes en plein dans l'année électorale, à 8 mois précisément de la date du scrutin présidentiel. Les jeux politiques sont ouverts. Un dossier d'Alexis Ouedraogo à suivre. C'est dans ses bureaux à Cocody-Angré que le directeur du centre politique d'Abidjan, Flammoké, a suivi en direct le 5 mars dernier l'annonce du chef de l'État Alassane Ouattara de ne pas briguer un nouveau mandat. Une décision qui pourrait bien redistribuer les cartes du jeu politique ivoirien. Les différents acteurs, notamment ceux qui sont à la tête des partis traditionnels, que sont le PDCI-RDA et le Front populaire ivoirien, devraient tirer les conséquences d'une telle déclaration pour faire évoluer le jeu politique, pour amener l'émergence d'une nouvelle génération au pouvoir. La grande décision historique du président participe du renforcement de la démocratie, de l'apaisement. Et je voudrais saluer au passage la reconnaissance faite par Mme Simone Babo, Afi N'Guessan, qui a aussi reconnu le discours historique du président. Il a même appelé pour le féliciter. Et c'est ce dont a besoin notre pays. La société civile applaudit dès demain cet acte qui vient réconcilier le pays avec la perspective d'une passation de pouvoir démocratique. Elle invite les acteurs de la scène politique au bon ton. Il est clair que c'est la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on aille à des élections présidentielles où le président sortant ne soit pas candidat. Cela est une bonne chose. Le PDCI prendrait-il le risque de présenter le président Bédié? Le FPI prendrait-il le risque de présenter quand même le président Gbagbo? Qui vivra verra. Pour l'homme de la rue, cette annonce a surtout permis d'apaiser le climat sociopolitique.
C'est même un ressentiment général de la population ivoirienne, comme si on a échappé à quelque chose. Si ça continuait, peut-être qu'il y aurait des événements. Donc voilà, ça a été un gros soulagement. Si vous avez remarqué, depuis qu'il a annoncé qu'il n'est plus candidat, la situation est devenue calme. Toute personne ne se plaint encore. Selon moi, selon j'ai remarqué, on ne fait plus de débats inutiles encore. On attend maintenant qui va le remplacer, c'est tout. Sur la scène politique, les partis, eux, entendent bien en tirer profit. Je pense pouvoir réunir les conditions, avoir le profil, puisqu'il s'agit aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire de continuer dans l'unité nationale, dans la réconciliation, dans la restauration de la démocratie, des libertés et du progrès social, dans la lutte contre la pauvreté. Ce sont des domaines que je connais. Mamadou Koulibaly aura via sa lucarne hebdomadaire donné sa lecture de cette nouvelle pièce du jeu. Qu'il soit candidat ou pas candidat, c'est pas ça le problème. C'est mettre en place les conditions d'élection transparentes, d'élection crédible, d'élection inclusive. Tous ceux qui ont l'âge de voter, qu'ils puissent au moins avoir la possibilité de faire le choix. Le RHDP, lui, se veut serein. Le boulevard n'est pas dégagé parce que le président Ouattara ne sera pas candidat. Bien au contraire. Ce sera beaucoup plus complexe pour eux de l'opposition qui ne l'imaginent. S'ils considèrent que la présence du président Ouattara fermait le jeu, c'est-à-dire donc qu'ils considèrent que c'était un trop grand candidat pour eux. S'il était trop grand pour eux, je dirais ses héritiers, ses adeptes sont plus grands qu'eux. Et l'homme de la rue de renchérir que seule la paix doit prévaloir. On veut celui qui va venir vraiment, on n'a qu'à faire un bon truc que nous tous on soit heureux. En tout cas, on ne veut pas parler. On veut la paix, en tout cas, surtout la paix. Ces 2 mandats, il a beaucoup travaillé pour le pays. Donc celui qui va venir doit suivre pour faire la même chose, quoi. Pour l'heure, l'horloge, elle tourne. Dans 8 mois, les Ivoiriens seront appelés aux urnes. Voilà, c'était le dossier politique qui présentait les perspectives et spéculations autour du scrutin présidentiel. Une analyse du jeu politique par Alexis Ouedraogo. À l'Assemblée nationale, ce jeudi, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Cambilé, présentait l'objectif du projet de révision constitutionnelle. Après avoir obtenu l'accord du Sénat, le projet de loi portant révision de la Constitution était sur la table des députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Le texte a été adopté par la majorité des députés présents à cette séance, une séance que nous rapporte Moussa Konaté. Un vice-président choisi par le président de la République élu. La Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes sont des institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Ce sont entre autres articles du projet de loi portant révision de la Constitution. Il vient d'être adopté par la majorité des députés membres présents de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Le présent projet de loi répond au souci de pérenniser un modèle de fonctionnement de l'exécutif qui a démontré son succès et son efficacité, de garantir la continuité institutionnelle du Parlement et de procéder à une rationalisation des institutions de la République. Il vise également à opérer quelques aménagements techniques pour assurer un meilleur fonctionnement des institutions, des redressements d'omissions, des clarifications et des corrections. Le vote de ce projet de loi s'est tenu en l'absence des groupes parlementaires de l'opposition. Après son adoption en commission, le projet de loi sera soumis à examen en plénière le lundi 16 mars prochain. Et les voix de vote de ce projet de loi sont clarifiées par le ministre Sanson Cambilé au micro de Moussa Konaté. On regarde. L'article 177 de notre Constitution, qui prévoit l'initiative de la révision constitutionnelle, précise que celle-ci peut se faire soit par la voie parlementaire, c'est-à-dire dans le cadre des assemblées, soit par voie de référendum. D'où vient-il que certains parlent de passage en force? Il n'y a pas de passage en force. La révision constitutionnelle peut se faire par la voie parlementaire. D'ailleurs, en 1998, 54 articles de la Constitution de 60 ont été révisés
par la voie parlementaire. Notre pays a une tradition de révision par la voie parlementaire. Toutes les révisions, il y a eu 12 révisions de la Constitution de 60. Une révision de la Constitution de 2000. Nous sommes à la première révision de la Constitution de 2016. Mais toutes s'inscrivent dans les révisions par la voie parlementaire. Il n'y a pas de passage en force. Et bien avant cette adoption du projet de loi par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, les sénateurs se sont déclarés favorables au projet de loi portant révision constitutionnelle. Le point avec Kader Sogodogo. Après son adoption en commission, les sénateurs se retrouvent en plénière pour donner une suite au projet de loi portant révision constitutionnelle. Après la présentation du projet par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales, les différents groupes parlementaires vont prendre position. Pour le PDCI-RDA, le projet doit être purement et simplement retiré. Au RHDP, la vision est contraire. C'est finalement le jeu démocratique qui va prévaloir. À l'issue du vote, 81 sénateurs contre 16 vont adopter le projet de loi portant révision constitutionnelle. Donc, ce que les Ivoiriens doivent retenir, la Côte d'Ivoire a pris son envol, à tout point de vue, surtout la paix, la stabilité politique. Et le test que nous prenons, doit accompagner cette paix pour la consolider. Ne perdons pas de vue que ce sont nos turpitudes, nos impérities qui nous ont amenés à faire reculer notre pays. Nous avons la responsabilité de continuer à faire grandir la Côte d'Ivoire, à faire magnifier la Côte d'Ivoire partout dans le monde. C'est ce que le président Alassane Ouattara a réussi à faire en l'espace d'une décennie. Il a mis la Côte d'Ivoire sur orbite. Il faut que nous accompagnions ce projet pour que la Côte d'Ivoire continue à grandir, continue à être belle et admirée de tous et de toutes. Des sénateurs qui tiennent à porter la vision du président de la République. La nouvelle constitution va au-delà de nous qui sommes présents maintenant. C'est une constitution qui va régler tous les problèmes d'avenir. Les discussions ont porté sur l'aspect démocratique de la révision de la Constitution. Et je pense que les réponses du président de la Commission, à travers les réponses du représentant du président de la République, ont convaincu. Aujourd'hui, cette nouvelle Constitution répond aux exigences de la démocratie et répond aux exigences que le président de la République s'est fixé, c'est-à-dire permettre à la Côte d'Ivoire d'être un pays démocratique, permettre aux institutions d'être des institutions fortes et permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir avancer. Le travail du Sénat sera transmis au secrétariat général du gouvernement. Ce sera à présent au tour des députés de recevoir le projet sur les tables. Les Ivoiriens seront situés définitivement le 17 mars prochain à l'issue du 3e congrès du Parlement à Yamoussoukro. Nous parlons de paix à présent. Les guides religieux contribuent à l'œuvre de promotion de paix de la Biennale panafricaine des droits de l'homme et de l'humanitaire. Guides religieux chrétiens et musulmans ont exhorté les Ivoiriens à une réelle contribution pour la consolidation du climat de paix en Côte d'Ivoire. Le point avec Walter Amadou Ouattara. Religion, politique et paix en Côte d'Ivoire. C'est le thème de ce panel qui permet à l'imam Cissé Djigiba, représentant la communauté musulmane, et au père Charles Olidjo, représentant la communauté chrétienne, de partager leur point de vue. Des contributions qui visent davantage de quiétude en cette année électorale. Nous avons le devoir de nous retrouver permanemment dans nos déclarations. Nous invitons les acteurs politiques, n'est-ce pas, de faire en sorte que tous les efforts conjugués aillent dans le sens de créer un climat de paix et de cohésion sociale. Nous lançons un appel au nom des évêques à tous les hommes politiques pour vraiment préserver la paix en Côte d'Ivoire, pour avoir des élections apaisées, sans heurts. Le cadre de ces échanges est à l'actif de la Biennale panafricaine qui sollicite la contribution des religieux pour la promotion de la paix.
Nous sommes satisfaits parce que les débats ont été francs. Chacun a été interpellé sur la part que doit prendre la religion, même dans le domaine politique, pour que nous ayons la paix. Parrain de cette initiative, le président du Sénat. Le message de Jano Aoussoukwadio, livré par Makani Diaby, sa représentante pour la circonstance. L'amour du prochain, la fraternité, la justice et le respect de la vie d'autrui. Le débat l'a montré ici, des facteurs concurrents à l'instauration et à l'avènement d'un climat de paix sur la base de la fraternité, de la justice et de la tolérance. Créée en 2015, la Biennale panafricaine des droits de l'homme et de l'humanitaire est une ONG ivoirienne qui œuvre pour la promotion de la paix. Le climat de paix appelant le développement, l'industrialisation du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire se concrétise. Le vice-président inaugurait ce jeudi à Grand-Bassam une unité pharmaceutique. Elle fait partie des plus grands laboratoires d'Afrique de l'Ouest. Et selon Daniel Kablandankan, l'implantation en Côte d'Ivoire d'une telle unité pour la fabrication de médicaments made in Côte d'Ivoire devrait faciliter l'accès des populations aux médicaments. Éric Corré. La coopération Côte d'Ivoire-Inde se porte très bien. À titre d'illustration, plusieurs actions de développement en faveur de la Côte d'Ivoire, dont la plus récente est l'implantation d'une usine de fabrication de produits pharmaceutiques à Grand-Bassam. C'est le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablandankan, qui a inauguré cette unité industrielle qui a coûté plus de 6 milliards de francs CFA. L'Inde fait partie des plus grands fabricants de produits pharmaceutiques au monde. Cette expertise sera mise à la disposition de la Côte d'Ivoire à travers l'usine Africure. Des médicaments seront fabriqués sur le territoire ivoirien sous la supervision des experts indiens. Ce projet permet également de recruter des compétences locales. Pour sa part, le ministre de la Santé et de l'hygiène publique se réjouit de ce projet. Et dans le souci de faciliter l'accès à des médicaments de qualité, le gouvernement s'est-il engagé à inciter les investisseurs dans un processus d'industrialisation du secteur pharmaceutique pour en faire une opportunité de croissance économique dynamique. Ce grand projet de développement qui profitera aux populations ivoiriennes est salué par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. C'est une unité qui a coûté à peu près 6,6 milliards de francs CFA dans un premier stade et qui va produire au moins 1 milliard de comprimés. Je crois 800 000 sirops, etc. Vraiment, les chiffres sont effarants. Et ceux qui ont pu visiter l'intérieur, vous avez pu voir que tout est aseptisé. Et ça, c'est vraiment important. Et vous l'avez noté tout à l'heure, on ne produit pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute la région ouest africaine. C'est important parce que l'objectif, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un hub régional médical dans tous les domaines. Bien sûr, la fabrication pharmaceutique, mais aussi vous avez des cliniques maintenant de pointe qui s'installent ici. Je ne vais pas faire de publicité. Et bientôt, je crois que c'est en cours de discussion, nous allons avoir un centre de thalassothérapie, c'est de traitement par eau de mer. Vous voyez, c'est pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un centre médical de qualité. Et nos amis indiens, disons que sont avec nous pour aller de l'avant. Cette unité pharmaceutique va lutter efficacement contre les médicaments de la rue et améliorer la santé des populations sur le territoire national. Dans le domaine des médias, la présidente de l'organe marocain de régulation de l'audiovisuel effectuait une visite ce jour à la maison de la télévision ivoirienne. René Bourgoin, le président de la ACA de la Côte d'Ivoire, conduisait cette délégation qui s'est entretenue avec la direction générale de la RTI, notamment sur le traitement de l'information, la prise en compte des bonnes mœurs dans le contenu proposé au public. Ce sont là des points sur lesquels la ACA du Maroc et la RTI pourraient très bien collaborer. Walter Amadou Ouattara. La haute autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire contrôle les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle dans le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion.
Autorité administrative indépendante, cette institution est chargée de la régulation de la communication audiovisuelle. Elle entretient de bonnes relations avec la ACA du Maroc, en croire la présente rencontre conjointement effectuée avec la Direction générale de la RTI. René Bougouin, président de la ACA de Côte d'Ivoire, et Latifa Akabache, présidente de la ACA du Maroc, ont échangé avec Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI. Plusieurs points abordés, au nombre desquels les contenus décents en relation avec les bonnes mœurs et le traitement de l'information. Il faut gérer le risque de voir le digital être instrumentalisé par le discours de haine, par les mouvements suprématistes, par les mouvements racistes. C'est cela le mandat des régulateurs, vraiment préserver la liberté, mais préserver aussi le droit du citoyen à des contenus médiatiques en conformité avec les valeurs universelles des droits de l'homme. Cette rencontre présage de futures collaborations. Vous savez quand même que le Maroc a de grosses structures en la matière. Le service public, c'est l'un des plus importants d'Afrique. Il y a également des services privés de l'audiovisuel qui sont très performants. Et donc, nous entendons développer un partenariat fort pour travailler sur des productions en commun, travailler sur des infrastructures à réaliser pour permettre à nos entreprises d'être davantage plus performantes. Les échanges ont été ponctués par une visite des studios de la RTI. Passons à la culture à présent. La 13e édition du FEMUA est prévue se tenir du 14 au 19 avril prochain. Et pour la réussite de cet événement qui promeut la musique urbaine africaine, le groupe Magic System, initiateur du projet, a reçu un soutien du ministre Ahmed Bakayoko. On voit tout cela avec Issaïou. Le FEMUA 13, c'est pour le mois d'avril prochain. À un mois de cet événement, le groupe Magic System a échangé au plateau avec le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Des échanges ponctués par un soutien du ministre aux activités du FEMUA 13 prévues à Marcory. Aux premières heures du FEMUA, Monsieur le ministre a été parmi les personnes qui ont cru en ce projet et qui nous ont accompagnés depuis plus de 12 éditions. C'est dans cette lignée que nous sommes venus aujourd'hui pour lui présenter le contenu du FEMUA 13. Le ministre Ahmed Bakayoko salue le professionnalisme du groupe Magic System avant de rassurer les Ivoiriens face à l'épidémie du coronavirus. La culture d'un pays, c'est l'âme d'un pays. Et si vous n'avez pas de lucarne pour montrer au monde ce que vous-même vous êtes, vous allez consommer ce que les autres produisent. Et moi, je l'encourage vraiment. C'est quelque chose d'authentique, de spécifiquement ivoirien, fait par des jeunes Ivoiriens et qui est sérieux. Parce que qui se fait dans des standards mondiaux. Et chaque année, il y a plus d'énergie. Chaque année, il y a plus de professionnalisme. C'est vrai que nous sommes dans un environnement pas facile dans le cadre des mouvements de foule, de personnes. Mais nous travaillons ensemble avec toutes les autres nations pour prendre toutes les mesures pour que cette maladie n'arrête pas le mouvement de l'homme. La 13e édition du Festival de musique urbaine d'Animambo est prévue du 14 au 19 avril prochain. Une dizaine d'artistes d'ici et d'ailleurs sont attendus pour cette grande messe de la musique africaine. Cette année, le pays invité d'honneur est le Sénégal. Un autre événement se tient en ce moment, un autre événement culturel, c'est le Massa. Les écoles s'expriment à ce marché des arts du spectacle d'Abidjan. Le ministère de l'Éducation nationale inscrit aussi dans la politique de vulgarisation de l'art, soutient les activités artistiques des élèves des lycées et collèges. Franck Quadio. Massa, la 4000 places du Palais de la Culture prise d'assaut par les élèves des lycées et collèges d'Abidjan. Des ensembles traditionnels pour la valorisation des rythmes du terroir, mais aussi de l'expression musicale venue d'ailleurs, de quoi retenir l'attention des enfants, mais aussi de l'autorité de tutelle, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kandia Kamara salue l'engouement des élèves, mais aussi relève le dynamisme de l'expression culturelle comme moteur du développement de l'école ivoirienne. C'est le futur, c'est l'avenir. Ce sont les acteurs de demain. Ce sont les artistes de demain. Et ce seront aussi les consommateurs de la culture et de l'art demain. Donc il est important qu'on les initie dès le bas âge
à la culture, à l'amour de la culture. Et nous-mêmes, justement dans le cadre de la formation intégrale de l'individu, nous avons au sein du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, une activité qui est très importante, qui dure toute l'année et qui se fait dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, que nous appelons le Festival national des arts et cultures en milieu scolaire. Le Massa des écoles, mais aussi d'autres déclinaisons d'activités pour mieux rapprocher davantage la culture des autres couches de la population sont bien présentes à ce grand rendez-vous. C'est sur ces images que nous clôturons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous serez demain dès 23 h en compagnie de Kolo Koulibaly pour la grande messe de l'information. Je vous retrouve lundi pour d'autres sujets d'actualité. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end sur RTI 1.